Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire 6 clés pour améliorer le pilotage de votre entreprise dans le BTP, qui est organisé par l'association Ecobat et qui va être mené d'une main de maître par Mélanie Bogos, Édouard de Warren et Isabelle Bourdier. Donc, petit point de présentation pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Ecobat. On est un réseau de professionnels de l'éco-construction solidaire et notre mission, c'est de contribuer à l'essor de l'éco-construction sur tout le territoire français. Actuellement, on est présent en Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France, en Bretagne, en Normandie, à La Réunion et bientôt en Martinique. Donc, on est sous forme de groupes locaux pour répondre à des appels d'offres, à des appels de projets avec des matériaux biosourcés, géosourcés et en collaboration entre entreprises. Et là, il y a trois professionnels qui font partie du réseau, donc Mélanie, Edouard et Isabelle, qui sont là en soutien du réseau et qui proposent des formations et des accompagnements sur mesure pour nos adhérents. Et là, vous avez la chance de les avoir avec vous. Et je vais laisser maintenant la main à ces intervenants pour qu'ils puissent dérouler ce webinaire. Donc, on a 30 minutes ensemble et après 15 minutes de questions-réponses. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. À vous la main. Bonjour à toutes. Allez, je commence. Alors, je commence et je vous demanderai, comment dire, un peu de bonté parce que je suis malade et j'ai plus beaucoup de voix. Donc, je vais économiser mes mots et laisser surtout la parole à Édouard et à Isabelle. Mais quand même, je me présente. Donc, je suis Mélanie Bogos. Je suis dans le réseau Ecobat depuis 6 ou 7 ans maintenant. Je fais de l'accompagnement et du conseil, beaucoup auprès de projets collectifs, donc de structures artisanales comme chez Ecobat, mais aussi en dehors du réseau auprès de structures associatives, coopératives, sur des questions de réflexion stratégique, développement économique, organisation et gouvernance. Et donc chez Ecobat, j'interviens régulièrement auprès des adhérents pour les accompagner dans leur réflexion autour de leur structuration, leur équipe. Je fais de la formation sur tout ce qui va être gérer son modèle économique, mieux maîtriser les chiffres de son entreprise, par exemple. Et on vous en parlera tout à l'heure parce que c'est un peu aussi, cette visio, c'est un peu le teasing d'une formation qu'on a développée avec Édouard et Isabelle sur effectivement le pilotage de son entreprise. Je te laisse la main, Isabelle, par exemple. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Bourdier de la société IBL Coaching et Compétences. IBL Coaching et Compétences, c'est un cabinet de coaching, un organisme de formation et de bilan de compétences. J'interviens dans différents domaines. Donc, en effet, en coaching professionnel sur, par exemple, la posture du chef d'entreprise, sur l'équilibre vie pro, vie perso, l'organisation, la gestion du temps et du stress. J'interviens également aussi en équi-coaching sur ces mêmes problématiques. Donc, j'accompagne également avec le médiateur cheval en centre équestre. Je propose également un accompagnement en lean management avec Ecobat. Ecobat, je suis adhérente Ecobat depuis 5 ans maintenant et j'accompagne sur environ 8 jours des entreprises, au même titre que mes collègues d'ailleurs, sur des notions de limiter le gaspillage, d'éliminer tout gaspillage inutile à l'entreprise afin d'améliorer la performance de l'entreprise, des salariés, et tout en respectant également le bien-être en entreprise parce que c'est une question qui m'est chère. Je propose, comme je vous l'ai dit aussi, du bilan de compétences, donc pour des personnes qui souhaitent évoluer professionnellement ou se reconvertir, et donc de la formation. Et c'est pour ça que nous sommes là tous les trois aujourd'hui. C'est pour vous proposer, enfin vous parler également d'une formation qu'on vient de co-construire tous les trois, qui est donc améliorer le pilotage de son entreprise. Édouard, je te laisse la main. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Alors moi, je m'appelle Edouard, je suis dans la société Trevelio et je fais, comme l'a dit Isabelle,
de l'accompagnement en entreprise, aussi à titre individuel. Et l'idée est d'améliorer, de rendre la gestion d'une entreprise beaucoup plus harmonieuse en allant chercher effectivement la chasse au gaspillage. Ça peut être du gaspillage de temps, ça peut être du gaspillage dans la manière de s'organiser, dans la communication. Et tout est fait, notre raison d'être, c'est vraiment d'aller chercher l'harmonie dans la gestion d'entreprise et permettre d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, dont on parle souvent, pour ne pas avoir ce syndrome du chef d'entreprise qui va passer son temps à bosser du lundi matin 7 heures jusqu'au dimanche 19 heures et de recommencer sa semaine après. Il y a moyen de faire bien mieux, bien autrement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait créé effectivement d'abord ce webinaire et cette formation que l'on a ensemble pour pouvoir améliorer votre vie. Voilà, moi je suis basé en Touraine et je suis à Ecobat maintenant. J'y suis adhérent depuis 3 4 ans. Donc Isabelle, si tu veux Oui, commencer, c'est parti. le sommaire. Donc, Mélanie, je présente le sommaire. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le cycle de vie de l'entreprise. C'est important de savoir où l'on en est avant de se projeter. Ensuite, la vision stratégique de l'entreprise, la stratégie opérationnelle, parce que oui, on peut avoir une vision stratégique, mais après, il faut décliner cette vision en plusieurs objectifs opérationnels euh, à atteindre, planifier son temps. Et également, ce qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de la délégation. Donc, déléguer, c'est facile de dire je vais déléguer ceci, je vais déléguer cela, mais encore faut-il quoi déléguer, comment le déléguer et à qui le déléguer. Planifier des temps de réflexion réguliers également, c'est une clé importante pour améliorer le pilotage de son entreprise et pour ne pas toujours être, comme le dit l'expression, la tête dans le guidon. Point de vigilance et conclusion, on vous parlera de certains points de vigilance et nous terminerons ce webinaire en vous parlant également de cette formation que nous venons de co-construire. Alors, on peut commencer par le cycle de vie d'une entreprise, parce qu'en fait, comme beaucoup de choses, que ce soit dans la nature ou dans l'organisation humaine, eh bien, il y a un cycle dans la vie d'une entreprise. Et ça va de sa création jusqu'à sa transmission en ce qui vous concerne et jusqu'à sa fin de vie, parce que ça peut tout à fait arriver qu'une entreprise puisse fermer, que ce soit volontairement ou non. Et voyez que euh, on le sait en plus, les créations d'entreprises sont assez nombreuses. De plus en plus, il y a des auto-entreprises, des petites entreprises, des TPE qui sont majoritaires en France, qui sont créées. Et on voit sur le petit graphique ben, qu'en fait, il y en a au fur et à mesure des années qui passent, il y a un taux de survie qui est de plus en plus important au fur et à mesure des années qui passent, bah, parce que il y a des choses, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber dans les premières années. Souvent, il y a une sous-estimation des difficultés qu'on peut rencontrer ou des obstacles qu'il y a à surmonter dans la vie d'une entreprise. Et d'où le fait de pouvoir faire ce genre d'intervention pour vous permettre d'éviter les pièges dans lesquels il faut ne pas tomber et vous donner ces clés pour vous permettre de faire partie de ces 15-20% qui vont survivre et qui vont bien se développer au fur et à mesure de la création, enfin, à partir de la création jusqu'à la transmission de votre entreprise. Le cycle de vie d'une entreprise, en fait, c'est une aventure aussi humaine. Et comme toute aventure, il y a des étapes. Et comprendre ces étapes, c'est aussi donc éviter d'être pris de court et avoir la possibilité d'anticiper plutôt que de subir. Comme vous l'a dit Edouard, il y a plusieurs donc, étapes dans le cycle de vie d'une entreprise. Il y a cette phase de création où l'idée prend forme, où on structure, on teste. Mais il y a également une deuxième phase qui est la phase de croissance ou de lancement euh, et de survie notamment. Hein. On sait que entre 0 et 3 ans, on recherche la stabilité financière quand on se lance et on affine son modèle. Ensuite, il y a cette croissance, ce développement entre 3 et 7 ans où l'entreprise grandit
les enjeux changent. Quand je dis l'entreprise grandit, elle peut grossir, on peut également intégrer de nouveaux collaborateurs, si ce n'est pas déjà fait, structurer davantage l'entreprise, mettre des process en place, des logiciels, bon, optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Et ensuite, il y a cette phase de maturité. Donc, entre 7 et 15 ans, on consolide, on optimise, on pense aussi, on commence à penser à innover, hein, pour rester, pour durer, parce que la concurrence est rude, on le sait aussi. Ensuite, vous avez le retournement. En fait, le retournement, ça peut se traduire de deux manières différentes, soit la revitalisation, soit la disparition. C'est-à-dire que bah, la disparition, c'est la fin de vie. Bon, c'est pas un échec, hein. Ça peut être une cession, une liquidation, une faillite, mais ça peut être aussi donc avoir de nouveaux projets, développer son activité de manière différente pour retrouver, recommencer un autre cycle de vie. Voilà. Donc, afin de définir une vision stratégique claire, il faut être en capacité d'identifier où on se situe par rapport à votre entreprise, par exemple. Essayez déjà de vous projeter dans l'une de ces étapes. Où en êtes-vous afin d'adapter aussi une approche agile, la tester et pour évoluer rapidement. Et donc, une fois qu'on a un peu une idée, effectivement, de à quelle phase de vie on est dans l'entreprise, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait, qui peut se faire de façon un peu initiale à la création de l'entreprise, mais qui peut se re-questionner de façon régulière, qui est de travailler sa vision stratégique. Donc, pour travailler sa vision stratégique, il y a des questions clés, hein. On va souvent parler du cercle d'or, où on va questionner le pourquoi, le comment et le quoi. Ces trois grandes questions, en fait, elles permettent de questionner notamment la raison d'être de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de se dire quelle veut être ma vision, quel est le cœur de ce que je porte quand je porte mon entreprise. Pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire? Quelle est la mission? Quelles sont les valeurs vraiment profondes qui vous inspirent et qui sont le ciment en fait solide des fondations de votre entreprise. Une fois qu'on a réfléchi à vraiment cette question clé, il y a aussi comment on le décline en termes de méthode, en termes de processus, pour justement voir comment l'entreprise va se différencier des autres, quelles vont être mes approches, mes méthodes spécifiques, et qui va être un peu l'élément déterminant et diversifiant aussi de notre approche. Une fois qu'on a un peu réfléchi à tout ça, on va vraiment travailler sur le quoi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va proposer, quels produits, quels services on développe concrètement et puis qu'on va pouvoir décliner. Donc, c'est cette grande question, effectivement, autour de la raison d'être. C'est un processus qui doit prendre du temps, qui permet de définir le cap de l'entreprise, qui va toujours être un peu la boussole à laquelle on va se référer. Quand vous aurez des questions après plus opérationnelles, plus quotidiennes, le fait de devoir se référer à se dire, bon, est-ce que cette décision-là, si j'ai deux choix possibles, est-ce qu'elle fait écho ou non au cap qu'on s'est défini? Et ça permet effectivement de pouvoir faciliter l'orientation de certaines de vos décisions. Nous, ce qu'on conseille effectivement pour travailler la vision stratégique, donc au-delà de poser les questions qu'on a évoquées là du cercle d'or, c'est de se dire avec qui aussi on a envie de travailler ce sujet-là. Définir sa vision stratégique, ça peut se faire uniquement par le ou la dirigeante de l'entreprise, mais on peut aussi imaginer d'impliquer ses équipes et éventuellement d'impliquer ses partenaires, les personnes avec qui on va travailler au quotidien, qui peuvent avoir une vision un peu différente parce que plus en retrait, plus en recul de l'entreprise au quotidien. Donc voilà, ça c'est un sujet qui peut être vraiment important, qu'on retravaillera notamment dans le cadre de la formation, pour vous mettre en mouvement sur cette question-là. Et puis quand on réfléchit à ça, il faut aussi avoir en tête la question de la temporalité. Quand on se projette sur un horizon un peu stratégique, on réfléchit plutôt à moyen à long terme. Ça veut dire qu'on va regarder ce qu'on a envie de faire venir dans l'entreprise à 3 ou 5 ans. On a après une autre étape, effectivement, qui sera plutôt de rendre ça opérationnel.
Donc voilà, donc pour ça, on ne va pas les présenter en détail aujourd'hui, mais il y a plusieurs outils qui sont régulièrement utilisés hein, dans la vie d'une entreprise qui permettent de questionner tous ces sujets-là. Donc notamment le SWOT. Hein. Alors l'idée, c'est de faire un bilan en fait des forces, des faiblesses, donc plutôt de ce qui est en interne dans l'entreprise, et puis de voir aussi en externe quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, notamment du marché, notamment de la politique, qui peut influer sur votre activité et donc de voir où on est positionné et sur quoi on peut jouer. Voilà, le SWOT en général, il va être travaillé en parallèle avec un PESTEL qui a une vision un peu plus méta, un peu plus holistique, on va dire, sur la vision de l'entreprise dans son environnement global. Et puis, j'évoquais aussi le BMC, donc c'est le Business Model Canva, qui est un outil aussi qui permet de bien travailler son modèle économique et son modèle d'entreprise en fonction de les clients qu'on veut atteindre, la proposition de valeur qu'on va faire, les outils de distribution qu'on va avoir à sa portée, et d'autres éléments, notamment de partenariat, de recettes et de dépenses qui sont ceux de l'entreprise. Et donc, je laisse Isabelle continuer sur la partie déclinaison plus opérationnelle. Ah non, c'est encore moi. Pardon. Alors, je continue donc. Donc, effectivement, une fois qu'on a ce cadre global qui est vraiment la vision stratégique, sur lequel on s'est questionné sur un horizon plutôt à moyen terme, l'idée, c'est de le rendre concret à court terme. Donc, on va être vraiment sur une réflexion sur les différents axes qui sont ceux de la stratégie opérationnelle. Hein. Donc, les grands axes clés, ça va être l'axe économique. Quel va être notre modèle de revenus, quelle rentabilité on imagine, quelle gestion financière on met en place. L'axe commercial qui permet d'identifier vos cibles, de structurer une offre commerciale et puis aussi de bien travailler votre relation avec vos clients. Parce qu'effectivement, c'est un maillon essentiel pour la vie de votre entreprise. On a l'axe qui va être sur tout ce qui est ressources humaines. Et donc, quand on dit ressources humaines, il y a aussi bien la partie recrutement, gestion administrative des ressources humaines, mais aussi toute la partie management où on va être en réflexion sur comment on forme nos équipes, comment on les motive, comment on délègue. Donc voilà, tout ce travail-là sera important à décliner. Et donc l'idée de cette déclinaison opérationnelle, c'est vraiment de se dire, sur ces différents axes, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a un dernier axe qui est un axe écologique et sociétal. L'idée, c'est aussi, notamment parce qu'on est chez Ecobat et qu'on a ces valeurs de façon très forte au sein du réseau, se dire bah, comment mon entreprise, elle est alignée avec des notions de durabilité, d'écologie, et comment mon offre aussi, comment la manière dont je vis l'entreprise, comment je l'organise, elle tourne aussi autour de ce sujet-là. Donc voilà, ces axes-là, il faut les avoir en tête. Et l'idée, c'est de se dire pour chaque axe, quels moyens je vais mettre en œuvre, quels sont les premiers pas. Souvent, la difficulté, c'est qu'on se projette loin et qu'on a du mal à rendre ça très opérationnel. Donc, c'est de se dire, c'est quoi les premières actions à mener? Et les premières actions, une fois qu'on a réussi à les mener, bah, on va plus facilement aller vers les défis, les challenges qui sont aussi importants sur la partie vision stratégique. Donc, pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, ben, on peut mettre en place effectivement un plan d'action et poser des objectifs SMART. Donc, comme vous voyez sur la diapo, hein, les objectifs SMART, ça permet de définir des objectifs de façon très claire pour qu'ils soient spécifiques, donc bien clairement définis, qu'ils puissent être mesurables, c'est-à-dire qu'on puisse les quantifier dans le temps pour évaluer aussi si on a réussi ou pas à atteindre cet objectif. Un objectif qui soit atteignable. L'objectif, c'est pas d'avoir des visions, une vision utopiste ou irréaliste. Vraiment, il faut que l'objectif il soit réaliste et réalisable. Euh, et qu'il soit en phase avec votre projet. Et puis une question d'objectif temporel, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, quand on pose un plan d'action, c'est de se dire quel temps on se donne, quelle durée on se donne pour atteindre cet objectif-là. Et effectivement, nous, on a rajouté la notion d'écologique et évolutif. L'idée, c'est qu'il faut que les objectifs ils soient aussi en respect de l'entité, donc de l'entité de l'entreprise, mais aussi du chef d'entreprise, de ses équipes, qu'on puisse respecter, et les personnes et, la vie de l'entreprise. Voilà ce que je peux vous dire.
sur Il est ça. vraiment très important de voir ce que vous a dit Mélanie. C'est vraiment un temps qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. On dit souvent que si vous échouez dans la stratégie opérationnelle, vous planifiez son échec. Vous devez être absolument au courant, vous êtes dans la tête de votre client. Vous devez même pouvoir définir votre client idéal, ce qu'on appelle votre avatar ou votre persona. Moi, j'ai des clients, parce que moi j'avais une entreprise de cheminée de foyer fermé avant. J'avais tout à fait dans la tête mon client idéal, celui que je voulais. Il avait un nom, un prénom, un âge, des attitudes, des comportements, des manières de faire. Je le connaissais pour être amoureux de mon client, puisqu'ensuite mon offre va pouvoir s'adapter au client et bien sûr au marché. Et donc cette stratégie, elle est absolument essentielle d'être évolutive, parce que vous ne restez pas avec toujours la même idée tout au long de votre vie. Le monde change, les, euh, les, les envies de vos clients changent aussi. Et c'est hyper important de pouvoir être à chaque fois à jour pour pouvoir vous donner cette devise et cette raison d'être et de vous assurer que vous êtes dans le bon cap. Alors ensuite, Isabelle, voilà. Alors, Ensuite, dans la planification, il y a aussi bien sûr la gestion du temps. C'est quelque chose qu'on arrive souvent à se dire en disant, bah tiens, là j'ai pas de temps. J'ai perdu du temps. Le temps est pas un ennemi, puisque pour chacun d'entre nous, le temps est absolument le même. L'idée, c'est juste de savoir quels sont les choix qu'on fait pendant le temps que l'on a, en fonction de ce que l'on veut réaliser, et pourquoi il y en a qui vont réussir et d'autres qui vont échouer. C'est tout simplement dans le fait de faire ses choix et de bien comprendre comment fonctionne le temps et comment nous, on va s'y adapter. Typiquement là, c'est le fait de se dire que un temps de concentration d'attention, il n'est pas infini. On a, en fonction de notre état, vous voyez, Mélanie, elle est un peu malade aujourd'hui, elle a un temps d'attention qui est un petit peu moindre, bah, parce que, elle est un peu fatiguée, elle a peut-être mal dormi, et résultat, elle ne sera pas aussi efficace que si elle s'est hyper bien réveillée et qu'elle va avoir une journée en étant en pleine forme. Il faut aussi respecter, et on le voit beaucoup dans le lean management, dans le gaspillage du temps dans l'entreprise, le fait de pouvoir respecter son propre temps de concentration et d'attention, qui est, vous voyez, sur le schéma, il est à peu près autour entre 25 et 45 minutes. Et idéalement, la méthode qui est indiquée, c'est on fait 25 minutes de production, où on est concentré et attentif pour vraiment être focus sur ce que l'on doit faire. Ensuite, 5 minutes de pause pour que le cerveau puisse un peu respirer, et on s'y remet. Même en classe, l'idéal, c'est d'avoir 20-25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et ensuite on s'y remet. Sinon, bah, vous voyez, le parasitage qu'on a autour de nous, que ce soit le téléphone, que ce soit les bruits qu'on a tout autour de nous, viennent de plus en plus prendre de l'importance, et à un moment donné, on est très très peu efficace. Donc ça aussi, ce sont des notions qui sont importantes et qu'on verra au moment de la formation plus en détail, pour vraiment apprendre comment bien gérer son temps. Et d'ailleurs, sur la slide suivante, voilà, il y a différentes maladies qui existent dans le temps. En tout cas, on peut les imaginer en termes de maladies. C'est ce parasite qui est le parasitage chronophage, le fait qu'une tâche va nous prendre plus de temps qu'on a prévu de toute façon de l'imaginer. Et notamment sur cette loi de Murphy qui indique que tout ce qui va mal arriver risque de mal arriver. Si moi je sais que je dois mettre un quart d'heure pour aller à l'entreprise, pour aller à ma formation, et que je pars effectivement juste un quart d'heure avant, je me donne de grandes chances pour que le moindre ralentissement, le moindre pépin, le moindre grain de sable vienne me mettre en retard au moment de mon arrivée dans l'entreprise. Et donc je vais prévoir un temps supplémentaire, qu'on imagine généralement entre 20 et 30%, pour me prévoir ces petits imprévus. Parce qu'en fait, il y a une grande partie de l'imprévisible que l'on peut prévoir. C'est valable pour les autres maladies, la tendinite, la lipophilie ou la WIT. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la lipophilie, mais c'est cette fameuse maladie qui fait que on a du mal à voir la différence entre l'importance et l'urgence. Ça, on le verra aussi un peu plus en détail. Il y a des choses qui peuvent paraître importantes, mais pour lesquelles ça peut prendre un petit peu plus de... On peut attendre avant de pouvoir les réaliser, alors que les choses urgentes, typiquement, c'est si on ne la fait pas tout de suite, maintenant, les conséquences vont être beaucoup plus problématiques. Et ça, en entreprise, ce sont des choses qu'on peut identifier dans le fait d'avoir des informations qui sont fluides entre vous, entre vos équipes, le chantier que vous allez réaliser ou le dossier que vous devez donner à votre client. Et ben, il y a parfois tout un tas de déperditions parce qu'on s'en perd parfois dans des choses importantes et on oublie de faire les choses urgentes. Et la WIT, c'est cette fameuse maladie qui nous empêche de dire non.
Cette maladie qui fait qu'on dit oui tout le temps, on a envie de faire plaisir aux gens et on a du mal à dire non, on veut pas dire non à nos clients et on a du mal à définir ce temps-là. On se fait bouffer par toutes les tâches qu'on se rajoute et résultat, on se retrouve avec un emploi du temps qui est beaucoup trop chargé et qui fait que le moindre grain de sable à ce moment-là va venir vous gêner et vraiment vous embêter, pour ne pas dire autre chose, dans les tâches que vous aviez prévu de faire. Donc la planification du temps est vraiment quelque chose de vraiment essentiel dans la vie d'une entreprise et dans vos propres plannings. L'importance de la délégation. Alors, posture d'écoute, d'accompagnement et de suivi. Oui, on peut déléguer, mais pour déléguer, il faut aussi adapter sa posture. L'écoute active, c'est essentiel pour comprendre les compétences, les aspirations et les besoins de vos collaborateurs. C'est quelque chose que vous devez mettre en place si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez pouvoir travailler vraiment en collaboration en étant à l'écoute de l'autre. L'écoute, l'accompagnement, il joue un rôle clé dans la montée en compétences. En attribuant des missions adaptées à l'expérience de chacun, vous créez un cadre sécurisé qui favorise l'apprentissage. Déléguer, ça ne signifie pas abandonner. Il s'agit de donner des ressources nécessaires et d'être vraiment un appui en cas de besoin. Enfin, le suivi. Le suivi, c'est aussi indispensable pour garantir la réussite des missions confiées. Souvent, le dirigeant a peu de temps pour le suivi, a peu de temps aussi pour expliquer les tâches. Et ce sont vraiment des notions qui sont essentielles si vous voulez que votre équipe monte en compétences. Donc, le suivi, c'est donc indispensable. Il ne s'agit pas de contrôler, mais plutôt de guider, d'encourager et d'apporter des ajustements si nécessaire. Un bon suivi, ça renforce la confiance et ça permet donc à des personnes de se sentir en situation de réussite. Autre chose, c'est vraiment important aussi de savoir quel collaborateur on a en face de soi. Est-ce que c'est un collaborateur débutant qui est là en reconversion et qui apprend le métier? Si c'est le cas, eh bien, il va falloir avoir un accompagnement plutôt structuré et rapproché, hein, pour lui donner un cadre rassurant et progressif pour acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, si vous accompagnez un collaborateur plutôt intermédiaire, hein, c'est-à-dire qui a quelques compétences, mais qui est en train de monter en compétences et qui est autonome, eh bien là, il va falloir l'accompagner par délégation, mais progressive, au fur et à mesure, lui confier des missions de plus en plus complexes pour qu'il gagne en autonomie. Si vous avez un collaborateur plutôt expert et senior, eh bien, il faut en profiter aussi. Il faut en profiter en créant une belle relation et en l'accompagnant par la responsabilisation ou le mentorat. Hein. L'objectif, c'est de valoriser son expertise et de l'impliquer dans des missions peut-être plus stratégiques de l'entreprise. Vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui sont donc en manque de confiance ou plutôt démotivées. Et donc, il est important aussi d'être à l'écoute de ces personnes, de ne pas fuir des situations où vous voyez que les salariés se sentent mal. Et donc, il faut leur proposer un accompagnement plutôt individualisé et de soutien. Et donc, d'identifier avec lui quels sont les freins et pour lui permettre de gagner en confiance. Enfin, il y a le collaborateur à haut potentiel, celui qui veut tout exploser. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le challenge et la valorisation. Et donc, c'est important aussi de stimuler ce type de profil en favorisant, par exemple, son évolution et en stimulant également donc sa motivation par le challenge. Pardon. Hmm. Ouais, donc effectivement, hein, comme dit Isabelle, il y a vraiment une adaptation qui doit se faire
en fonction des profils avec lesquels vous travaillez. Donc, c'est un peu la première étape, effectivement, c'est de savoir à qui on s'adresse, avec qui on travaille, pour bien se connaître. Donc, déjà, se connaître bien en tant que dirigeant ou en tant que manager, selon votre position. Et puis, connaître bien ses collaborateurs. Ensuite, hein, c'est un peu ce qui se ressent dans ce qu'Isabelle vient de présenter, hein. L'idée, c'est aussi de voir quel principe d'organisation du temps, quel principe de gestion on peut mettre en œuvre pour faciliter en fait cette répartition des tâches et faciliter la délégation petit à petit, en fonction effectivement des personnes qu'on va avoir en face de soi. Donc il y a plusieurs outils, hein, qui sont possibles. De façon générale, l'idée, c'est de pouvoir définir un cadre qui permet à l'intérieur de ce cadre d'avoir une certaine flexibilité, une certaine liberté aussi. Mais le cadre permet toujours de rattacher la demande que vous avez fait à vos collaborateurs, de lui donner un contexte, de lui donner forme, et ensuite de pouvoir définir quelle peut être la place de chacun. Donc, notamment, on peut utiliser un outil qui s'appelle la méthode RACI. Donc, RACI, c'est des lettres pour dire R pour responsable, A pour l'autorité. Alors, au départ, c'est des termes anglais, hein, qu'on a un peu traduits. C pour consulter et I pour informer. Donc, en fait, la question, c'est de se dire qui est responsable de la tâche, qui a autorité pour garantir le résultat et valider la tâche, qui va être uniquement consulté, donc qui apporte uniquement un conseil, un avis, mais qui ne va pas forcément réaliser la tâche, mais doit être pris en compte dans cette réflexion-là, et qui on doit uniquement informer de l'avancement, du travail, mais qui ne va pas participer à la réalisation. Donc voilà, ça c'est un outil qui peut être utilisé. Ça permet effectivement de clarifier les responsabilités, d'éviter de la confusion pour pouvoir bien être clair sur qui fait quoi et sur quelle tâche. Ça permet d'améliorer effectivement la communication. On sait quel type de communication on doit avoir en fonction de la personne et de son rôle. Et puis d'éviter effectivement que les tâches elles soient doublonnées ou chevauchées par plusieurs personnes qui vont avoir un impact sur ces tâches-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que ces outils-là ils puissent faciliter votre prise de décision, votre organisation des équipes. Il y a d'autres outils, hein, qu'on pourra aussi voir en formation sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, le principe de base, c'est ça, c'est d'avoir un peu effectivement un cadre ou un cahier des charges qui soit clair avec les responsabilités des uns et des autres pour permettre à chacun ensuite, après, de se sentir libre de faire ses missions dans un cadre donné. Je laisse la parole à Edouard pour la suite. Alors moi, parmi les entreprises que j'accompagne en ce moment, il y en a une particulièrement qui va illustrer ce qu'on va voir maintenant et pour lequel j'ai commencé par faire un diagnostic avant d'aller faire un accompagnement. Et donc l'idée, c'est d'aller voir tous les membres de l'entreprise pour savoir un peu, voilà, qu'est-ce qui va pas, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il y a eu la question du dépôt. C'était une entreprise de charpente couverture et donc il y a pas mal de stocks. Et la question du dépôt, où effectivement, en y allant, on voyait bien que c'était pas complètement rangé. Il y avait des choses qui avaient pas l'air d'être tout à fait au bon endroit. Et il y a eu à l'occasion de ces 2 jours de diagnostic, ben, un brainstorming dans l'ensemble où j'ai pu proposer en perspective d'accompagnement le fait de pouvoir ranger et optimiser le dépôt. Et là, typiquement, ils ont dit, ah non, mais ça fait, les salariés disaient, mais ça fait des années qu'on en parle au patron et tout ça, et donc, ah, ce serait bien si vous pouviez le mettre en place et tout ça, ça fait des années. Et le patron se défaisait en disant, bah oui, mais là, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Et typiquement, c'était avoir négligé, c'est ce que j'appelle ces TPP ou ces TPR, c'est ces temps pour réfléchir ou des temps pour penser, parce que ce sont des moments qui sont hyper importants pour pouvoir faire le point sur là où on en est et pouvoir régulièrement euh, travailler avec ses équipes pour dire, voilà, qu'est-ce qui va en ce moment, qu'est-ce qui va bien, qu'on peut continuer, pour lequel on est toujours sur notre axe et notre développement, et puis qu'est-ce qui ne va pas et qu'on peut améliorer. Et ben, on se dit toujours, on va le voir demain, on va le voir demain, on va le voir plus tard, sauf que c'est toujours une fuite en avant et que ces temps-là, ils doivent être programmés. Et là, dans cette entreprise, on est en train de faire l'accompagnement. Donc, en plus d'avoir rangé le dépôt, ce qui était quelque chose qui était vraiment indispensable et que tout le monde attendait depuis très très longtemps, et ben chaque mois maintenant, il y a un petit temps de réflexion, ces TPR qui ont été organisés et qui permettent à chacun, et notamment au patron, de pouvoir faire ce petit temps. Ça prend 1 heure hein, dans la semaine, c'est pas énorme, mais c'est tous les 15 jours, juste 1 heure pour dire voilà, qu'est-ce qui va pas, et dans qu'est-ce qui était à améliorer.
Et dans ce temps qui est dans ces propositions qui sont améliorées, c'est resté sur le lieu commun. Et pendant les 15 jours, eh ben, ces choses-là sont prévues pour être arrangées, améliorées. Et ça permet comme ça de progresser. Les personnes se sentent reconnues dans ces idées opérationnelles qu'ils ont. Le chef d'entreprise n'est pas un tout sachant qui doit absolument tout savoir et tout décider. La plupart du temps, je l'ai vu, hein, il y a une statistique qui montre que c'est entre 75 et 80% du temps, ce sont les salariés, les personnes qui sont au bout de la chaîne, parce qu'ils sont sur le terrain, qui ont la solution et qui ne la remontent pas forcément parce qu'on leur redonne pas l'occasion. Et donc, ces temps de réflexion sont vraiment stratégiques et c'est important de les prévoir au fur et à mesure. Ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, en fonction de l'organisation de l'entreprise et de la nécessité de travailler. Là, vous voyez, pour un dépôt, c'était vraiment important que les choses ne périclitent pas. Et surtout de s'assurer, quand il y a quelque chose qui est fait, on en a parlé tout à l'heure sur le fait d'ajuster les choses dans le cycle de vie d'une entreprise. C'est exactement la même chose. Là, c'est on teste et on voit si ça marche. Je me souviens d'une entreprise, là c'était dans de la plomberie, où j'avais eu une idée qui était que à chaque fin de semaine, l'idée c'était sur un tableau blanc de pouvoir mettre ce qui manquait et d'écrire les choses, et puis de pouvoir, pour le chef d'équipe, de pouvoir commander le matériel pour la semaine suivante. Et donc c'était une bonne idée de base, mais il s'avère qu'elle n'a pas du tout été mise en œuvre, parce que le vendredi, les équipes sont fatiguées, elles ont envie de s'en aller et de partir, mais résultat, le lundi matin, on se retrouvait quand même avec un problème. Avec une désorganisation, il n'y a plus l'outil qu'il faut, il n'y a pas l'outillage enfin l'outillage manque. Et donc c'est eux qui ont dit, mais en fait l'idée est bonne, mais en fait on va faire ça le jeudi soir. Et on est parti sur une idée qui s'appelait le carnet du jeudi. Et en fait, tous les jeudis soirs, le chef d'équipe, enfin le coordinateur, le conducteur de chantier venait récupérer les informations qui avaient été notées au fur et à mesure jusqu'au jeudi. Et comme ça, le vendredi, il commandait. Et le lundi, tout le matériel était arrivé. Vous voyez, sur une bonne idée, parfois, ça peut ne pas se mettre en place. Et ces temps-là permettent d'ajuster petit à petit et d'optimiser petit à petit le temps, d'éviter le gaspillage dont on parlait tout à l'heure dans cette idée de lean management. C'est une prise de recul qui est absolument indispensable pour pouvoir vraiment pérenniser votre entreprise et vous assurer que tout ce qui a été fait est bien mis en œuvre et que ça va vraiment dans le bon sens. Je vais prendre la suite. Je crois qu'on est un peu en retard, hein, Isabelle et Edouard. Il va falloir être rapide pour la fin. On arrive à la conclusion, donc on va vous laisser le temps aussi de réagir chacun et chacune. On a fait voilà, un petit point de conclusion vigilance, hein. C'est un petit peu pour récapituler les points qui nous semblent vraiment essentiels par rapport à ce qu'on nous a transmis depuis tout à l'heure. L'idée, c'est effectivement de bien se dire à chaque fois qu'on doit prendre des décisions, qu'il y a des moments un peu clés dans la vie de l'entreprise, que ce soit au quotidien ou de façon plus stratégique, ben, c'est effectivement de garder le cap qu'on s'est défini, la raison d'être, comme un peu cette boussole, effectivement, pour y voir clair dans son quotidien, mais aussi dans sa vision à plus long terme de l'entreprise. Édouard en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais effectivement, il y a cette question d'incorporer régulièrement des temps de réflexion, de prise de recul, individuellement, mais aussi collectif avec vos collaborateurs, pour avancer dans la vision de votre entreprise et comment vous voulez, de façon continue, l'améliorer, la faire avancer, etc. Un point clé aussi, hein, c'est de se dire qu'effectivement, plus on anticipe et plus on prévoit, et mieux, effectivement, on va pouvoir gérer l'imprévu et les difficultés à venir. Donc, c'est vraiment ce temps de réflexion, de sortir la tête du guidon et puis de regarder un petit peu plus loin. Et notre petit mot de la fin aussi, bah, c'est est-ce que ça, vous arrivez à l'organiser vous-même ou est-ce que vous avez besoin aussi d'être accompagné? Et donc, notamment, bah, on vous propose, Isa va vous en parler plus en détail, comment aller plus loin, notamment avec nous trois ou l'un de nous trois. Oui, nous espérons que ce webinaire vous a plu. On a pu vous donner quelques clés pour améliorer le pilotage de votre entreprise et mais je dirais, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être aussi qu'est-ce que je fais pour me lancer, pour améliorer ce pilotage. Donc, c'est aussi de passer à l'action. Donc, on vous suggère évidemment de faire certaines recherches sur les outils qu'on a pu citer. Euh, D'autre part, nous vous proposons évidemment un accompagnement sur cette thématique à différents endroits.
notamment près de Tours, donc où Édouard sera présent le 13, 14 et 28 mars. Ensuite, à Lanrodec, donc là, c'est Mélanie qui animera cette formation le 17, 18 mars et le 4 avril. Et à Sainte-Pazanne, dans le 44, où là, j'animerai la formation Améliorer le pilotage de votre entreprise le 27, le 28 mars et le 22 avril. Par rapport à cette formation, c'est 2 jours consécutifs et une demi-journée qui sera en visio, en distanciel. Voilà, c'est une formation proposée par Ecobat. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on sera ravis de vous accompagner. Et l'objectif, c'est vraiment d'être dans cette idée de sortir avec un plan très personnalisé en fonction de votre entreprise, d'avoir vraiment un plan qui corresponde à vous, à votre vision, à votre stratégie, à vos clients, pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sur mesure. Ces 2 jours sont indispensables. Bon, et je vais rien rajouter sur l'accompagnement. Vous savez que le fait d'être coaché, d'être accompagné, bah, nous permet à des sportifs de devenir vraiment meilleurs en se faisant coacher, accompagner et avoir un œil extérieur est souvent un très bon moyen de pouvoir poser les points d'un point de vue un peu naïf et de prendre ce temps pour réfléchir et pour se poser. Ce sont des éléments clés qu'il faut faire assez régulièrement. Donc je ne peux que vous encourager à être accompagné. Moi-même, je suis coaché et accompagné dans le développement de mon entreprise parce qu'il y a des choses que je connais pas forcément et un œil extérieur est toujours le bienvenu. Alors Voilà, c'est maintenant, peut-être on le va temps des peut-être questions redonner la maintenant. main à Agathe. Là, si vous C'est avez des questions, des c'est ça. remarques, des témoignages à faire, bah, ils sont les bienvenus. Et puis, vous pouvez peut-être allumer vos caméras si c'est possible, Agathe. Je ne sais pas en termes d'image, ce dont on a le droit. Tout à fait, je suis désolée, j'étais en train d'essayer de me connecter, enfin de rallumer ma caméra et mon son, mais ça ne voulait pas. J'ai un petit problème technique de mon côté. Donc oui, on va passer aux questions-réponses. Merci à vous trois pour toutes ces informations-là qui sont hyper riches. J'espère que ça a donné quand même pas mal de clés aux personnes qui sont présentes. On avait une demande là de Mylène qui était en tout cas de ses attentes, c'était assurer le pilotage de la trésorerie de l'entreprise. Est-ce que, il me semble vous n'avez pas évoqué ce sujet-là, donc est-ce que vous pouvez rebondir sur ce sujet le temps que d'autres personnes puissent nous poser des questions? Oui, alors effectivement, c'est important parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et dans une vision stratégique, eh bien, on va pouvoir anticiper. On parlait d'anticiper, de prévoir. Il est possible que vous ayez, vous, des activités qui soient saisonnières. Moi, c'était le cas dans les cheminées et foyers fermés. J'avais une activité qui était saisonnière et donc j'avais pas besoin de la même trésorerie. Elle ne rentrait pas de la même manière aux différentes périodes de l'année. Donc, ça fait partie des éléments. C'est pas un élément majeur, mais c'est quand même un élément clé dans la gestion de votre entreprise. Et souvent, on peut se retrouver avec un problème de trésorerie quand on est en croissance. Donc, bien sûr, c'est un thème qui est abordé et qui fait partie des éléments qui vont vous permettre d'être dans la survie dont on parlait tout à l'heure et dans le développement de votre entreprise. Donc, il y a bien sûr, ça se pilote et ça se fait en partenariat avec évidemment votre banquier et surtout la manière dont vous gérez vos commandes. Est-ce que vous avez des acomptes? Est-ce que vous avez des soldes intermédiaires que vous faites payer à votre client ou est-ce que c'est tout qui est payé à la fin? Tout ça, ce sont des informations qu'il est bon de recueillir et de voir comment on peut faire pour que votre trésorerie soit quelque chose de sain et pas une source de stress. Je ne sais pas si ça répond à la question, Mylène, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à soit poser une question complémentaire, ou Mélanie et Isabelle, si vous avez une question, enfin une réponse complémentaire, n'hésitez pas. Justement, j'avais proposé à Mylène d'ouvrir son micro si elle avait, pour nous dire si ça répondait ou si elle avait d'autres questions. Donc, eh bien non, pas d'autres questions pour cette partie-là. Actuellement, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres choses que vous vouliez aborder sur le pilotage d'entreprise, sachant que vous avez quand même balayé beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si les personnes peuvent ouvrir leur micro, hein, si elles le veulent, je ne sais pas si elles sont libres de pouvoir le faire. Oui, vous êtes libre, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Alors Voilà, n'hésitez pas à nous les. C'est n'hésitez le pas. moment, vous avez trois professionnels à disposition, enfin, à votre écoute, donc profitez-en. Profitez-en, on Visiblement, les a tous assommés.
Ils sont tous assommés. Moi, ce que Non, je bah, voulais dire, c'est que lors de nos formations, il y a aussi beaucoup d'échanges et de se retrouver là sur cette thématique ensemble entre chefs d'entreprise, euh, ça ne peut être que bénéfique parce que vous allez pouvoir aussi partager ensemble sur vos problématiques, euh, vous aider mutuellement et nous allons aussi créer des plans d'action, comme tu le disais, Édouard, des plans d'action qui vont être personnalisés. Hein. Oui, il y a du travail en petits groupes sur des thématiques, mais vous allez aussi travailler pour vous pendant cette formation et je pense que ça, c'est vraiment essentiel de le souligner. Oui, ça reste une formation qui est vraiment très pratique, hein, que ce soit Mélanie, que ce soit Isabelle ou moi. On a des entreprises. Moi, j'ai été chef d'entreprise aussi par le passé. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je suis en solo, mais j'avais des entreprises aussi avant. Donc, c'est aussi une formation qui est basée sur l'expérience que l'on a. Et c'est ça qui rend la formation très concrète, très pratique. Il y a des règles qu'il faut savoir, qu'il faut respecter, comme le cycle de vie d'une entreprise. Et plus vous les connaissez, plus vous allez maîtriser la vie de votre entreprise et surtout la sérénité avec laquelle vous allez la gérer. Et c'est valable aussi si vous êtes seul et aussi bien si vous avez des équipes, des entreprises pour lesquelles le côté ressources humaines vient se rajouter à ça. C'est une très belle chose d'avoir une équipe autour de soi. C'est parfois la partie la plus complexe aussi parce que c'est la moins palpable et c'est vraiment important de pouvoir mettre le maximum de choses en place pour que tout se passe bien en harmonie avec vos valeurs, avec la raison d'être de votre entreprise et le rythme de vie que vous avez envie aussi vous d'avoir pour ne pas subir votre entreprise ou votre activité, mais au contraire, en vivre de manière harmonieuse et collaborative pour contribuer au monde par rapport aux produits ou aux services que vous vendez. dire qu'effectivement, si vous vous questionnez sur la prise en charge de la formation, n'hésitez pas aussi à contacter soit David, soit Orlan, qui est encore là, je crois, qui pourra aussi vous renseigner sur la partie un peu administrative de tout cela. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci à toutes et tous pour votre intervention. Mélanie, Isabelle et Édouard pour toutes ces connaissances que vous nous avez transmises. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres visio et combats.